L'hôtel particulier de la famille Dubois, à Neuilly-sur-Seine, était une forteresse de verre et de silence. De gigantesques baies vitrées donnaient sur un jardin impeccable, taillé au millimètre près, mais dont la perfection même le rendait sans âme, comme une nature morte sous une cloche de verre. À l'intérieur, l'air était frais, presque stérile, et chaque pas résonnait sur le marbre poli des longs couloirs. Les œuvres d'art contemporains, choisies pour leur valeur marchande plutôt que pour leur beauté, semblaient juger les rares visiteurs du haut de leur piédestal. C'était un lieu où la richesse s'exprimait non pas par la joie ou le confort, mais par une absence calculée de chaleur et de vie. Le luxe y était une armure, une barrière conçue pour maintenir le monde à distance et préserver une façade de respectabilité sans faille, un univers où les apparences tenaient lieu de vérité et où les émotions étaient considérées comme une vulgaire faiblesse. Arthur se tenait au milieu de ce qui avait été la chambre de Chloé, une petite pièce de service au dernier étage, désormais vide et impersonnelle. Le départ soudain de la jeune femme de ménage l'avait troublé, laissant un vide que personne ne semblait vouloir expliquer. Il avait toujours apprécié sa discrétion et la lueur de gentillesse dans ses yeux, une rareté dans cette maison. En passant une main sur une étagère poussiéreuse, son regard fut attiré par un petit bout de papier blanc, coincé derrière une commode déplacée à la hâte. Il se pencha pour le ramasser. C'était une image thermique, froissée et fragile, une échographie. Une forme minuscule, presque fantomatique, flottait dans le noir et blanc granuleux, une promesse de vie au milieu de ce mausolée de froideur. Un sentiment de malaise précis et glaçant s'empara de lui, transformant ses vagues soupçons en une certitude terrifiante. Le cœur battant d'une angoisse sourde, il descendit les escaliers, l'échographie serrée dans sa paume. Il trouva son père, Gérard Dubois, dans son bureau, un sanctuaire de bois sombre et de cuir où se prenaient des décisions qui brisaient ou bâtissaient des empires. Gérard leva à peine les yeux de ses dossiers, son visage une sculpture d'arrogance et d'impatience. Arthur ne dit rien. Il s'approcha simplement et posa la petite image froissée sur l'immense bureau en acajou, entre un contrat de plusieurs millions d'euros et un coupe-papier en argent. Le silence s'épaissit, chargé d'une tension électrique. Gérard fixa la petite photo, son expression passant d'une curiosité irritée à une fureur contenue. Il comprit immédiatement. Pour lui, ce n'était pas la preuve d'une vie à venir, mais celle d'une complication, d'un problème qui avait été mal géré et qui refaisait surface. Le regard de Gérard se leva enfin pour rencontrer celui de son fils, et il était dépourvu de toute chaleur, de toute trace de remords. « Cette fille n'était qu'un problème », dit-il d'une voix basse et tranchante, comme s'il parlait d'une transaction commerciale ratée. Puis, avec un mépris qui frappa Arthur en plein cœur, il ajouta la phrase qui allait tout faire basculer. « Je l'ai renvoyée pour qu'elle règle son problème loin d'ici. » Ces mots, prononcés avec une froideur chirurgicale, ne laissaient aucune place au doute. Il ne s'agissait pas d'un licenciement, mais d'un bannissement. Pour Arthur, ce fut comme si une vitre se brisait en lui. L'injustice abstraite qu'il avait toujours ressentie à propos de son milieu, de sa famille, de sa propre vie, venait de prendre un visage, celui de Chloé, et un avenir, celui de cet enfant à naître. La cage dorée venait de révéler la cruauté de ses barreaux, le monde d'Arthur venait de se fissurer. En remontant les escaliers de marbre, chaque pas résonnait comme un coup de marteau contre les murs de sa cage dorée. Les paroles de son père, froides et précises, tournait en boucle dans son esprit, non pas comme une confession, mais comme l'énoncé d'un fait accompli, un simple problème de gestion résolu. La colère qui montait en lui était une chose nouvelle, une lave brûlante sous une surface de glace qu'il avait maintenue toute sa vie. Il n'était plus seulement un spectateur passif de l'hypocrisie de son milieu, il en était désormais un complice par le sang, par le nom qu'il portait. Une certitude s'imposa à lui, claire et irrévocable. Il ne pouvait pas laisser les choses ainsi. Il devait retrouver Chloé. Ce n'était plus une question de pitié, mais une question de justice fondamentale, un acte de rébellion contre tout ce que son père représentait.
La recherche fut une descente dans une réalité qu'il ne connaissait pas. Chloé avait été effacée avec une efficacité redoutable. Son nom avait disparu des registres du personnel, son dossier vidé, comme si elle n'avait jamais existé. Arthur utilisa les ressources auxquelles il avait accès, engageant discrètement un détective privé, un homme habitué à naviguer dans les eaux troubles où les gens disparaissaient. Les jours s'étiraient en une attente angoissante. Chaque appel non concluant renforçant son sentiment d'impuissance et de culpabilité. Il passait ses nuits à imaginer le pire, la voyant seule, sans ressources, portant l'enfant de sa famille, un enfant renié avant même d'être né. Cette quête devint une obsession, le premier véritable but de son existence vide, une tentative désespérée de racheter une faute qui n'était pas la sienne, mais dont le poids l'écrasait tout autant. Finalement, une adresse lui fut communiquée. Elle le mena aux antipodes de son univers, dans une de ces cités de banlieue parisienne dont il n'entendait parler qu'aux informations, un enchevêtrement de tours de béton grises et anonymes. L'air y était plus lourd, chargé des bruits et des odeurs d'une vie précaire. Il gara sa voiture de luxe, qui semblait crier son intrusion dans ce monde, et s'avança vers un bâtiment dont la façade était balafrée de graffitis. En montant les escaliers sombres et sentant l'humidité, chaque étage le dépouillait un peu plus de son armure de privilèges. Il se sentait vulnérable, étranger, conscient du gouffre qui le séparait de la femme qu'il était venu chercher. Il arriva devant une porte abîmée, hésita une seconde, puis frappa doucement, le cœur battant à tout rompre. Quand la porte s'entr'ouvrit, le choc fut brutal, bien plus violent que tout ce qu'il avait pu imaginer. Chloé se tenait là, le visage creusé par la fatigue et l'inquiétude, visiblement plus mince, à l'exception de son ventre arrondi qui tendait son pull usé. Ses yeux, autrefois vifs, étaient cernés, mais ils contenaient encore cette lueur de dignité qu'il lui avait toujours connue. L'appartement derrière elle n'était qu'une seule pièce, à peine chauffée, meublée de briques et de brocs. Une odeur de moisi flottait dans l'air. Le contraste avec le luxe stérile de la maison du bois était si violent qu'il lui coupa le souffle. Il vit la conséquence directe de la cruauté de son père, non pas comme un concept abstrait, mais comme une réalité froide et tangible qui avait un visage, un nom et un avenir incertain. Les premiers mots furent maladroits, étranglés par l'émotion. « Chloé, je suis désolé, » murmura-t-il, la voix brisée. Il ne savait pas quoi ajouter. Comment s'excuser pour une telle injustice? Elle le regarda sans colère, avec une sorte de résignation lasse qui le frappa encore plus durement que ne l'aurait fait la haine. « Ce n'est pas votre faute, monsieur Arthur, » répondit-elle doucement, utilisant encore ce titre qui créait entre eux une distance absurde. Il entra dans la petite pièce, se sentant immense et déplacé au milieu de sa pauvreté. Il lui offrit de l'aide, de l'argent, n'importe quoi, mais elle secoua la tête. Ce n'était pas de la charité qu'elle voulait, c'était la reconnaissance de son existence, de la vie qu'elle portait, une chose que l'argent seul ne pouvait pas acheter. Assis sur une chaise dépareillée, il l'écouta. Elle lui raconta son histoire avec une simplicité désarmante, le jour où elle avait été convoquée dans le bureau de son père. Les paroles froides, l'enveloppe contenant quelques semaines de salaire et l'ordre de partir immédiatement, sans un mot à personne. Elle lui parla de la peur, de la solitude, des nuits passées à pleurer en se demandant comment elle allait pouvoir s'en sortir. Elle ne cherchait pas à se venger, elle ne prononça jamais un mot de haine contre Gérard. Toute son énergie, toute sa volonté était tournée vers l'avenir, vers sa fille, qu'elle avait déjà prénommée Élise. Elle parlait de cet enfant à naître non pas comme d'un problème, mais comme de la seule lumière dans ces ténèbres, sa seule raison de continuer à se battre chaque jour. Arthur sentait une rage sourde monter en lui, une rage contre son père, contre son monde, contre sa propre lâcheté passée. Comment une telle cruauté pouvait-elle exister, si bien cachée derrière des façades de respectabilité et des comptes en banque bien garnis? Cette jeune femme, qui avait servi sa famille avec dévouement,
avait été jetée comme un objet cassé, simplement parce qu'elle portait la vie. Parfois, la seule chose que l'on puisse faire est de témoigner. Si des récits comme celui-ci vous touchent, votre abonnement nous aide à continuer de donner une voix à ceux qu'on a tenté de faire taire. Pour Arthur, cette prise de conscience fut un point de non-retour. Il ne pouvait plus fermer les yeux. Il devait agir non seulement pour Chloé, mais aussi pour lui-même, pour l'homme qu'il voulait devenir. Sa décision fut immédiate et sans appel. Il ne la laisserait pas une nuit de plus dans cet endroit. Usant de sa propre allocation, il loua un petit appartement propre et meublé dans un quartier plus calme. Il l'aida à déménager, portant lui-même les quelques cartons qui contenaient toute sa vie. Pour la première fois, il accomplissait un geste concret, physique, qui avait un sens. Il remplit son réfrigérateur, s'assura que le chauffage fonctionnait et prit rendez-vous avec un gynécologue réputé. Il ne s'agissait plus seulement de réparer une injustice, mais de prendre soin d'elle, de prendre soin d'eux. Chloé, d'abord méfiante, finit par accepter son aide, voyant dans ses yeux une sincérité qu'elle n'avait jamais vue chez un Dubois. Lentement, un lien fragile commençait à se tisser entre eux. Il comprenait que ce n'était plus une question de charité, mais un engagement personnel, une responsabilité qu'il choisissait d'endosser. En veillant sur Chloé et Élise, il se trouvait enfin lui-même, loin des attentes écrasantes de sa famille. Ce chemin, il le savait, serait semé d'embûches, de confrontations et de sacrifices, mais c'était le seul qui lui semblait juste, le seul qui pouvait donner un sens à son existence dorée, mais vide. Il devenait le protecteur d'une nouvelle famille, une famille choisie, fondée sur le respect et la décence. C'est votre soutien, en vous abonnant, qui permet à ces voyages de courage d'être racontés et qui nous encourage à croire qu'un seul acte de bonté peut changer le cours d'une vie. Arthur ne regardait plus en arrière. Son avenir était désormais lié à celui de cette mère et de son enfant. La réaction de Gérard ne se fit pas attendre. Lorsqu'il apprit qu'Arthur avait retrouvé Chloé et s'occupait d'elle, sa fureur fut volcanique. Les appels téléphoniques étaient glacials, chargés de menaces à peine voilées. Il lui ordonna de cesser immédiatement ce cirque ridicule, le traitant de traître à son propre sang, d'ingrat qui salissait le nom de la famille. Il lui coupa l'accès à ses comptes bancaires, pensant que le priver de son confort le ferait plier. Mais il sous-estimait la profondeur de la transformation de son fils. Les amis d'Arthur, issus du même milieu privilégié, prirent leur distance, le regardant avec un mélange de pitié et de mépris. Il devint un paria dans son propre monde, mais pour la première fois de sa vie, il se sentait libre et en accord avec ses valeurs. Les obstacles n'étaient pas seulement externes. Lors d'une visite médicale, le diagnostic tomba, ajoutant une nouvelle couche d'angoisse à leur situation. La grossesse de Chloé était considérée à haut risque. Les semaines de stress, de mauvaise nutrition et de conditions de vie précaires avaient laissé des traces. Le médecin insista sur la nécessité d'un repos absolu et d'un suivi médical constant pour éviter des complications graves. La santé de Chloé et la survie d'Élise devinrent la priorité absolue. Cette nouvelle fragilité créa une urgence, une course contre la montre qui souda encore plus leur relation. Arthur se sentait investi d'une mission sacrée. Il devait les protéger, coûte que coûte. La menace n'était plus seulement le pouvoir de son père, mais le temps lui-même. Au fil des semaines, leur dynamique se transforma. Il n'était plus l'héritier et l'ancien employé, mais deux alliés luttant pour une cause commune. Arthur passait la plupart de son temps avec elle, s'assurant qu'elle ne manque de rien, l'accompagnant à chaque rendez-vous médical. Ils partageaient des repas simples dans le petit appartement, parlant de tout et de rien, de leurs peurs et de leurs espoirs pour l'avenir. Il lui lisait des livres, elle lui racontait des souvenirs de son enfance. Une complicité tranquille s'installa entre eux, une affection profonde et respectueuse, dénuée de toute ambiguïté. Il découvrait en Chloé une force et une résilience qui l'inspiraient, tandis qu'elle voyait en lui une bonté qu'elle n'aurait jamais cru possible. Une famille naissait, non pas du sang, mais d'un choix,
forgé dans l'adversité. Le grand salon de l'hôtel Ritz scintillait sous le poids des lustres en cristal, un écrin de velours et d'or pour l'élite parisienne venue célébrer le dernier triomphe financier de Gérard Dubois. Les coupes de champagne s'entrechoquaient dans un murmure approbateur, tandis que l'homme de la soirée montait sur l'estrade, son visage rayonnant d'un pouvoir incontesté. C'est alors qu'une porte latérale s'ouvrit, laissant entrer un courant d'air froid et deux silhouettes qui n'appartenaient pas à ce monde. Arthur, dans un simple costume sombre, et Chloé, à ses côtés, son ventre rond bien visible sous une robe modeste, avancèrent dans un silence qui se propagea comme une onde de choc. Ils ne semblaient ni agressifs ni craintifs, simplement présents, leur calme détermination contrastant violemment avec l'opulence feinte de l'assemblée. Tous les regards se tournèrent vers eux, sentant que la façade soigneusement entretenue de la soirée était sur le point de se briser. Gérard s'interrompit au milieu d'une phrase, son sourire de satisfaction se figeant sur ses lèvres. Il fixa son fils, l'incrédulité laissant place à une fureur froide. Mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, un ordre, Arthur avait déjà atteint le pied de l'estrade. D'une voix claire et posée qui porta sans effort dans le silence soudain, il dit simplement « Pardon, père, j'ai quelque chose à ajouter. » Il ne demanda pas la permission. Il monta les quelques marches, prit un micro du pupitre et se tourna vers l'audience médusée. Chloé resta en bas, son regard fixé sur Arthur, un soutien silencieux et inébranlable. Pour Arthur, ce n'était pas un acte de rébellion, mais l'aboutissement d'une transformation intérieure, la première parole vraiment libre de toute sa vie. La tension dans la salle était devenue si épaisse qu'on aurait pu la trancher au couteau. Derrière lui, l'écran géant qui devait projeter les graphiques de la réussite de l'entreprise Dubois s'anima soudainement. Mais ce ne furent pas des chiffres qui apparurent. D'abord, des captures d'écran de messages, des phrases courtes, glaciales, ordonnant à Chloé de disparaître. Puis, un fichier audio fut lancé et la voix de Gérard, déformée par la colère et le mépris, emplit le salon luxueux, prononçant des menaces à peine voilées. Un frisson parcourut l'assemblée. Les murmures cessèrent, remplacés par une stupeur gênée. Enfin, un document officiel, froid et irréfutable, s'afficha en plein écran. Le résultat d'un test ADN confirmant, sans l'ombre d'un doute, qu'Élise était sa petite-fille. La preuve n'était pas seulement accablante, elle était clinique, dépouillée de toute émotion, rendant la cruauté de l'homme sur scène encore plus monstrueuse et indéniable. Arthur laissa le document afficher quelques secondes, laissant le poids de la vérité s'installer. Puis il baissa les yeux vers son père, dont le visage était désormais une toile de fureur et d'humiliation. « Cet empire que tu célèbres ce soir, » commença Arthur, sa voix ferme mais sans haine, « a été construit sur des fondations invisibles, sur des vies que tu as jugées insignifiantes. Tu m'as appris que la valeur d'un homme se mesurait à ce qu'il pouvait acquérir et contrôler. » Il marqua une pause, son regard balayant l'audience, avant de revenir se poser sur Gérard. « Mais j'ai appris une autre leçon. Ta plus grande richesse a toujours été le pouvoir de détruire les autres. La mienne sera de construire quelque chose pour ceux que tu as détruits. Ce n'est pas ton héritage que je refuse, père. C'est ta pauvreté morale. » Sans un mot de plus, il posa le micro. Le silence fut rompu par le cri de rage étranglé de Gérard, un son bestial qui acheva de briser son image d'homme de pouvoir. Mais Arthur ne s'attarda pas pour assister à sa chute. Il descendit de l'estrade et prit doucement la main de Chloé, et ensemble, ils traversèrent la salle, fendant la foule des invités qui s'écartaient sur leur passage comme la mer devant Moïse. Ils ne regardèrent pas en arrière. En franchissant les portes dorées de l'hôtel pour retrouver l'air frais de la nuit parisienne, ils ne laissaient pas derrière eux une simple scène de dévastation, mais les ruines d'un monde auquel ils n'avaient jamais appartenu. Leur victoire n'était pas dans la vengeance, mais dans la dignité retrouvée et la promesse silencieuse d'une nouvelle famille, une famille fondée non sur le sang ou la fortune, mais sur le courage et la décence.
L'onde de choc de la soirée au Ritz se propagea bien au-delà des murs dorés de l'hôtel. Le nom Dubois, autrefois synonyme de pouvoir, était désormais entaché par le scandale. La bataille juridique qui s'ensuivit fut brève et sans appel. Face aux preuves irréfutables et à la pression médiatique, Gérard ne put que céder. La justice reconnut officiellement Élise comme sa petite-fille et ordonna le versement d'une pension alimentaire substantielle, une somme capable d'assurer à Chloé et à sa fille une vie de luxe et de sécurité. Mais pour Arthur et Chloé, cette victoire n'avait pas le goût de l'argent. C'était la reconnaissance d'une existence, la validation d'une dignité bafouée. Ils avaient gagné non pas une fortune, mais le droit de construire leur avenir sur des bases saines, loin de la toxicité d'un héritage empoisonné. Leur triomphe était silencieux, personnel et infiniment plus précieux que n'importe quel compte en banque. Dans le petit appartement qui avait été leur premier refuge, ils prirent la décision qui allait définir le reste de leur vie. Assis à la simple table de cuisine, Arthur regarda Chloé, dont le visage portait désormais la sérénité d'une bataille gagnée. Il lui expliqua que l'argent était à elle une compensation pour l'injustice subie. Mais elle secoua la tête, un doux sourire aux lèvres. « Cet argent est né de la souffrance, » dit-elle. « Il ne doit pas servir à nous enfermer dans une autre cage dorée, mais à ouvrir des portes pour celles qui sont encore enfermées dehors. » C'est là, dans cette conversation humble, que l'idée de la fondation est née. Il n'allait pas utiliser cette fortune pour s'élever au-dessus du monde, mais pour construire un abri au cœur de celui-ci, un lieu où la détresse trouverait une main tendue, où aucune mère ne serait jamais plus considérée comme un problème à régler. Arthur renonça officiellement à l'héritage Dubois, coupant le dernier lien qui le rattachait à son ancienne vie. Avec l'argent obtenu en justice, ils acquirent un ancien bâtiment industriel dans un quartier populaire de Paris et le transformèrent. Là où il y avait eu du béton froid et des machines silencieuses, il y eut bientôt des chambres chaudes, une crèche remplie de rires d'enfants et des bureaux où des femmes, comme Chloé l'avait été, trouvaient un soutien juridique et psychologique. Arthur, l'ancien étudiant en droit désabusé, trouvait enfin un sens à ses connaissances, gérant la fondation avec une passion qu'il n'avait jamais connue. Chloé, quant à elle, devint l'âme du projet, sa propre histoire servant de phare d'espoir pour des dizaines d'autres. Ils n'avaient pas seulement créé une organisation, ils avaient bâti une maison, un foyer pour une communauté de survivantes. 5 ans plus tard, le jardin de la fondation était un havre de paix et de vie. Élise, une petite fille espiègle aux yeux vifs, courait dans l'herbe, poursuivant un ballon. Chloé, devenue une directrice respectée et épanouie, la regardait depuis un banc, un livre à la main. Arthur arriva et s'assit à côté d'elle, passant un bras protecteur autour de ses épaules. Leur complicité était devenue un amour tranquille et profond, le fondement de leur famille choisie. Il n'y avait plus de traces de l'héritier tourmenté ou de la jeune femme trahie. Il n'y avait que 2 personnes qui avaient transformé la douleur en espoir. En voyant une nouvelle mère, jeune et effrayée, franchir le portail, Arthur sentit une immense gratitude. C'est pour continuer à éclairer des chemins comme le leur que nous avons besoin de vous. En vous abonnant, vous nous permettez de partager ces récits qui prouvent que la dignité est le plus bel héritage.